Chers amis du Cercle Aristote, bonjour! Aujourd'hui, nous avons un invité, vous le connaissez, Morgan Lotz. Morgan, bonjour! Bonjour, j'espère que vous allez bien et merci pour votre invitation. Alors, nous avons une actualité un peu chargée, une actualité personnelle et une actualité internationale. Donc, je rappelle, vous êtes spécialiste des questions iraniennes. Hein, vous avez publié un ouvrage chez nous sur la constitution de la République islamique d'Iran et vous nous revenez avec cette introduction au droit iranien. Donc, histoire, constitution, système juridique, fiscalité et police aux éditions Perspectives Libres, ouvrage disponible et qui donne une vue d'ensemble sur la situation juridique de l'Iran comme État moderne. Nous allons y revenir, mais d'abord, nous allons faire disons, une page d'actualité par rapport à ce qui s'est passé. C'est l'actualité relativement chaude, c'est la chute de Bachar el-Assad. Alors, dites-moi, cher Morgan, comment, vu de Téhéran, on réagit à cela? Est-ce qu'on peut remettre ça dans l'histoire des relations sur lesquelles on a beaucoup glosé entre les deux pays? Je vous laisse la parole, mon cher. Alors la situation en Syrie a tout de même surpris beaucoup d'observateurs par sa rapidité. On ne s'attendait pas à ce que les institutions de Monsieur al-Assad s'effondrent aussi rapidement. Et Téhéran pose beaucoup de questions, interroge du moins bon nombre d'observateurs, puisque nous savons que Téhéran est un allié indéfectible de Damas, que c'est Téhéran qui a, nous pouvons utiliser ce terme, sauvé Bachar al-Assad de la chute de sa chute en 2011 face aux rebelles entre guillemets soi-disant modérés et qui sont en fait révélés être le Front al-Nosra, la branche syrienne Al-Qaïda ainsi que Daesh. Et les Iraniens semblent à la fois avoir été surpris par la rapidité, mais à la fois ne pas avoir été surpris car ils sentaient bien que que le régime de Bachar al-Assad allait s'effondrer tôt ou tard et que ce n'était qu'une question de temps. Les, le sentiment de Téhéran, c'est plutôt la colère. La colère contre quoi? La colère contre Bachar al-Assad et sa façon de gérer le pays. Depuis quelques temps, Monsieur Assad semblait se rapprocher des pays arabes et mettre des bâtons dans les roues aux Iraniens. Hein, on peut notamment citer des exemples avec la fermeture de l'ambassade du Yémen, donc ce qu'on appelle les Houthis, mais les Houthis c'est le nom de la tribu qui compose principalement le mouvement Ansarallah. Ansarallah est le terme plus exact pour qualifier les Yéménites. Euh, Bachar al-Assad a également fait fermer les écoles iraniennes en Syrie, a également bloqué les locations de logements pour les Iraniens, allant même jusqu'à envoyer des fonctionnaires pour vérifier si des logements n'étaient pas loués à des citoyens iraniens. Donc Téhéran sentait bien ces dernières années, ces derniers temps, que Bachar al-Assad voyait un petit peu à droite à gauche qui pouvait tirer des uns et des autres et ne semblait plus être cet allié indéfectible qu'il a semblé être par le passé. Donc les Iraniens sont en colère, effectivement, puisqu'ils ont tout de même investi 30 milliards de dollars pour défendre la Syrie. Au niveau humain, ils ont eu plus de 5000 morts, qu'ils qualifient de martyrs, dont le général Soleimani en janvier 2020, alors qui a certes été assassiné sur ordre de Donald Trump, mais cet assassinat intervient dans le contexte de son passé en Syrie et en Irak dans la lutte contre Daesh, avec certains ciblages par euh, des forces alliées à l'Iran, le ciblage de bases militaires américaines, notamment en Irak. Donc les Iraniens sont en colère et le grand perdant de la chute de Bachar al-Assad, c'est surtout le Hezbollah, qui se retrouve coupé, qui se retrouve isolé, ainsi l'Iran perd une de ses capacités de projection avancée face à son ennemi israélien. Et la situation
ne peut être que plus préoccupante. Il convient de surveiller attentivement le déroulement de, alors, cette révolution selon les médias mainstream, mais plutôt de ce changement de régime, et de voir si la Syrie ne deviendra pas un nouvel Afghanistan ou un nouvel émirat daéchiste. Parce que c'est très très drôle, ces reproches iraniens. On avait senti que Bachar el-Assad essayait de tirer par rapport à essayer de tirer, disons, à hu et à dia sur différentes alliances régionales. Je l'explique d'ailleurs dans le grand entretien qui est à partir. Il y a un problème structurant avec Bachar el-Assad, c'est qu'il n'a pas pu, premièrement, il a clientélisé la Syrie autour de l'État alawite. Les Assad n'ont jamais cru à la Syrie unitaire. Mais Hafez el-Assad a beaucoup plus joué en dehors du clan alawite pour une seule raison. C'est que, en tant qu'ancien militaire, il avait beaucoup plus de liens personnels avec le monde sunnite majoritaire syrien. Or, quand les Iraniens et les Russes ont sauvé Bachar el-Assad, on aurait pu attendre des réformes qui ne sont pas venues. Et ce qui est très drôle, c'est que les reproches iraniens recoupent énormément les reproches russes. Parce que les Russes ont fait savoir à Bachar el-Assad dans les 2 dernières années qu'à un moment, il faut savoir faire quelque chose d'une victoire, surtout quand on ne l'a pas payée soi-même. Alors attention, l'armée de conscrits syriens a payé un prix du sang très élevé face à l'État islamique, surtout que dans la dernière phase de la guerre, où l'État islamique s'est disséminé tout au nord du pays, il fallait aller chercher ces différentes unités à la fourchette dans différents coins. C'est-à-dire qu'il fallait faire une guerre au corps à corps pour terminer la vaporisation de l'ennemi, tous ceux qui n'avaient pas repassé la frontière turque. Et qui d'ailleurs, pour une partie d'entre eux, sont revenus. Parce que c'est eux qui sont revenus. Et ce qui est très drôle, c'est la vie de Téhéran recoupe en grande partie la vie de Moscou. C'est-à-dire, le premier responsable de la chute de Bachar el-Assad, c'est Bachar el-Assad. Donc, alors, on dit, et c'est vrai que l'Iran est un peu plus isolé dans l'état actuel où est la Syrie, surtout que les forces qui ont fait déguerpir Bachar el-Assad sont éminemment anti-iraniennes. Le nouvel homme fort de la Syrie l'a bien dit, mais je ne suis pas l'ennemi de l'Occident. Il n'est pas non plus l'ennemi des Israéliens, il l'a dit plusieurs fois. Mais il l'a dit au moins une fois l'an dernier qu'il était l'ennemi des Russes, dont il a un mauvais souvenir qui est normal. Hein, je vous rappelle, c'est un ancien daéchiste, hein, donc il est tout à fait normal qu'il ait de mauvais souvenirs des Iraniens, du Hezbollah particulièrement, et de mauvais souvenirs des Russes. Donc, la question, c'est, bah, bon, l'Iran a quand même l'oreille de la Russie, l'oreille de la Chine, donc il n'y a pas d'isolement iranien strict. Mais, mis à part le Hezbollah, qui là, pour le coup, il est vrai, perd des capacités de manœuvre, est-ce que l'Iran perd réellement quelque chose dans les différents scénarios de scission syrienne? Alors, est-ce que l'Iran perd quelque chose? Oui et non. Euh, Ce que l'Iran perd, c'est sa capacité de projection avancée et son lien terrestre et aérien avec le Hezbollah pour le ravitailler éventuellement. Bon, bien qu'Israël ait déclaré que 70% des armes du Hezbollah provenaient de Russie, c'est l'information qui a circulé selon des sources israéliennes, euh, Mhm, l'Iran reste en mesure de frapper Israël à l'aide de missiles balistiques. Il l'a déjà prouvé à 2 reprises, en avril et en octobre de cette année. mhm, Donc, la capacité de défense iranienne n'est pas entamée. Ce que l'on peut regretter, c'est le gâchis énorme en vie humaine et en argent que les Iraniens ont investi en Syrie pendant cette décennie. Les capacités israéliennes ne sont pas non plus décuplées. Hein, si Israël doit frapper l'Iran, c'est avec ses avions de chasse,
ou avec ses réseaux d'espionnage implantés en Iran. Donc on constate que les capacités militaires de l'un comme de l'autre ne sont absolument pas entamées. C'est l'espèce de no man's land qui servait de lieu d'affrontement plus ou moins direct jusqu'à présent, qui lui a changé et je ne me risquerais personnellement pas à donner des prédictions sur l'avenir de la Syrie. En tout cas, il me semble extrêmement sombre. Nous allons voir ce que va faire Jolani et le HTC. Et bon, il a déclaré qu'il n'était pas l'ennemi d'Israël, mais plutôt celui de l'Iran. Donc, on peut imaginer que les Israéliens et les Américains s'en accommodent parfaitement. Euh, Reste à voir si la nouvelle Syrie ne va pas se retourner contre Israël, sachant qu'Israël avance sur le territoire syrien. Ils sont à peu près à une quinzaine de kilomètres de Damas, selon les dernières informations. Donc, est-ce que cette Syrie, cette nouvelle Syrie-là, va gentiment se taire et obéir au diktat territorial israélien, ou est-ce que cette Syrie va s'engager dans une voie d'un djihad contre Israël? Donc, on ne sait pas, les Israéliens ne savent pas encore si Joulani pourra être un allié, quelqu'un de neutre ou un ennemi. Ça, seul l'avenir nous le dira. Hmm. Ouais, vous avez raison, il faut avoir de la circonspection, parce que les déclarations des uns ou des autres se heurteront au terrain maintenant très rapidement. La seule chose, c'est, là, pour le coup, euh, il y a quand même une évolution récente sur un dossier qui est le dossier irano-israélien. Les deux parties ont annoncé récemment, je parle sous votre contrôle, différer une partie de leurs opérations militaires de représailles, en tout cas côté iranien, et d'attaque côté israélien, euh, à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Les Iraniens semblent traîner en longueur en ce qu'ils appellent l'opération Promesse Véridique 3. Hein, donc la première était en avril, la deuxième en octobre. La partie la plus conservatrice ou la plus euh, comment dire hostile à Israël, elle réclame cette opération de représailles, mais le gouvernement israélien semble peu enclin à la mettre en œuvre, de même que les gardiens de la révolution. Donc on constate que Téhéran adopte une position très mesurée, très calme. Les Israéliens semblent faire de même. Alors, les menaces verbales demeurent, hein, tous les jours. Des responsables israéliens ou des militaires israéliens menacent de bombarder les sites nucléaires iraniens, mais dans Oui, les faits, il ne se passe pour le moment rien. chien qui Dernière, aboie mord rarement. pareil, Donald Trump, lui, déclare qu'il souhaite frapper les installations nucléaires iraniennes, à voir ce qu'il fera lors de son investiture le 20 janvier, quelles sont les décisions qu'il mettra en place. Pour le moment, la situation semble rester sur un statu quo. Nous en arrivons, mon cher, à notre deuxième sujet, et votre ouvrage. Donc, le, alors, si vous voulez, il y a quelque chose qui va, là, pour le coup, n'importe qui veut vraiment s'intéresser à la situation, vous êtes allé très très loin, quoi. Même quelqu'un qui voudrait aller en Iran à titre, comment dire, de touriste et qui voudrait reconnaître les flics qui le contrôleraient le peut, avec même, il y a même un listing comment reconnaître les grades. Enfin, c'est vraiment ça. Faut être très fier de. C'est un très 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 bon boulot. Le- Merci. si vous voulez, n'importe qui veut avoir une vision. Ce qui m'a beaucoup surpris, moi, c'est une grande fierté d'éditeur de pouvoir éditer ce type d'ouvrage de très haut degré scientifique pour toujours avoir la compréhension la plus approfondie de pays qui peuvent être nos partenaires, qui peuvent être nos alliés, qui peuvent être nos ennemis. L'incompréhension n'est pas une option. Et j'estime que cet ouvrage, comme le précédent d'ailleurs, vont vraiment dans le meilleur sens de ce point de vue-là. Il y a- mais il y a quelque chose sur lequel je voudrais que vous reveniez, c'est que quels sont pour vous les grands mythes qui entourent
quand on dit le droit en Iran, je comprends qu'il y a un spectateur qui dise, ah bon, il y a un droit en Iran? C'est pour tout le monde, c'est la charia, terminé, terminé à Dieu Berthe. Le problème, c'est que la charia, déjà, les gens savent pas ce que c'est. Si vous voulez, si vous pouvez revenir là-dessus sur, pour vous, les mythes qui gênent la compréhension par le public français du fonctionnement de l'Iran. Sur Alors, l'angle qui est celui de votre livre. Si vous pouvez prendre les un ou deux mythes qui vous semblent les plus problématiques pour notre compréhension. alors, on va vraiment s'arrêter aux deux premiers mythes parce qu'ils sont tellement nombreux qu'on n'aurait pas le temps de tous les énumérer. Comme vous disiez déjà, le fait qu'il y a un droit en Iran, oui, il y a un droit en Iran, et ce qui pourrait même surprendre le lecteur français, c'est que ce droit iranien est en grande partie calé sur le droit français, parce que ce sont des magistrats français qui sont allés former les magistrats iraniens dans les années 1910 et 1920. La constitution de la République islamique d'Iran elle-même s'inspire en partie de la constitution de la Cinquième République française. Et ce qui a fait évoluer le droit moderne en Iran, ce sont notamment les traductions des codes napoléoniens. Donc, oui, l'Iran est un pays de droit, est un pays avec un système judiciaire moderne, construit par nos soins, à nous, Français, peut-être conviendrait-il de le préciser. Et non, ce n'est pas un État totalitaire avec une police qui, excusez-moi l'expression, mais qui tabasse gratuitement quiconque se trouverait sur leur chemin. Là aussi, il convient de rappeler que les forces de l'ordre iraniennes, alors en Iran on appelle ça les forces d'application de la loi, celles-ci ont été formées par les gendarmes suédois, qui étaient détachés dans les années 1910 pour former la nouvelle gendarmerie iranienne, de même que la première police urbaine a été formée, pardon, par un vicomte italien qui avait été recruté par le souverain Kadjar Nasser al-Din Shah à la fin du XIXe siècle. Et d'ailleurs, il me semble-t-il, enterré au cimetière chrétien de Téhéran, puisqu'il a fini sa vie à Téhéran. Et donc, voilà, deux grands mythes que je souhaitais éclaircir. C'est un pays, l'Iran est un pays tout à fait moderne, ce n'est absolument pas l'Arabie Saoudite ou l'Afghanistan, c'est un pays qui a un système judiciaire conçu, éclairé, euh, évidemment avec ses failles, hein, comme tout système judiciaire français. Hein. On voit très bien que la justice en France n'est Oui, pas à son maximum. c'est un vaste sujet en soi. On pourrait en discuter, faire toute une émission sur le sujet, mais voilà. Je ne dis pas que le système judiciaire iranien est parfait. Il y a des choses qui peuvent nous heurter, nous choquer, nous occidentaux, mais il y en a d'autres qui pourraient nous surprendre. Et tout le travail de ce livre, c'est justement de présenter de manière complète, alors complète sans écrire une somme encyclopédique, parce que personne ne lirait ça. Surtout pas en français, les étudiants iraniens ont ce qu'il faut en persan. Mais voilà, je voulais présenter un livre où une personne curieuse ou On appelait le un grand public universitaire, cultivé dans le temps. voilà, une personne, un grand public cultivé, ou une personne qui se poserait des questions et qui chercherait à comprendre, puisse trouver les références pour comprendre les grandes lignes et le fonctionnement de ce système judiciaire. C'est pour ça qu'il se divise en plusieurs parties. Donc ça commence par l'histoire du droit en Iran, parce que là aussi, on imagine que c'est le droit islamique et que ça s'arrête là. C'est faux. Il y a trois grandes périodes juridiques en Iran. C'est la période antique, pré-islamique donc, où ça débute par un droit arien qui va finalement se développer en Iran selon les coutumes zoroastriennes. Vient ensuite la conquête arabo-musulmane de l'Iran au 7e siècle, et là c'est effectivement un droit islamique qui va reprendre, qui va prendre le relais, mais un droit islamique tout de même adapté à l'Iran, puisque, alors je vais pas raconter le chapitre, mais juste pour préciser, certains tribunaux seront des tribunaux coutumiers où les Iraniens pourront garder certaines de leurs dispositions juridiques. Et enfin, il y a l'époque à partir de la fin du 19e et du début du 20e siècle, l'époque que j'appelle celle du droit moderne. Mais entre-temps, il y a eu d'autres apports qui ne venaient pas forcément d'Europe.
Je vais citer un exemple, c'est lors de la conquête des Mongols au XIIIe siècle, où Hulagu, qui était le petit-fils de Gengis Khan, va conquérir l'Iran, renverser le califat abbasside en 1258, et tout simplement dominer l'Iran, et va profondément modifier le système judiciaire puisqu'il va apporter son yassa. Le yassa qui est donc un texte de loi fondé par Genghis Khan et alors, qui n'a rien à envier à la charia, parce que c'était un texte législatif assez difficile, avec des peines très lourdes, mais c'est des lois mongoles qui vont, à partir du XIIIe siècle, se retrouver dans le système judiciaire iranien. Et c'est ça qui m'a semblé absolument fascinant avec l'Iran. Euh, c'est cette histoire du droit, ces évolutions, ces influences venant à la fois de l'Asie de l'Est, à la fois de l'Europe, et qui m'ont absolument fasciné. Et ce premier chapitre sur l'histoire du droit, à la base, ne devait être que l'introduction. Et il y avait tellement d'éléments de recherche, tellement de choses à dire que j'en ai fait un chapitre, alors certes un peu long, mais qui se lit Ouais, aisément. absolument remarquable. Je suis pas certain qu'il existe un équivalent en français de ce que vous avez fait. Moi, c'est le genre d'ouvrage que j'aime particulièrement éditer parce que ça va dans le bon sens. Mais, justement, à partir de cette histoire très riche, qui éclaire d'un jour totalement nouveau la modernité iranienne, on se rend compte qu'en réalité, sans pour autant parler de sécularisation, euh, il y a une place du religieux et du juridique qui sont non confondus dans l'Iran actuel. Alors l'image, si vous voulez, l'image d'Épinal, les gens ont toujours les premières années de la révolution islamique en tête. Donc, si vous voulez, est-ce qu'on peut dire que progressivement, il y a une autonomie juridique par rapport à la religion qui existe ou qui est en train d'exister en Iran? Ah, tout à fait. Alors, je vais vous citer une citation de Monsieur Fereshkian, qui est un juriste iranien, qui disait, même si le droit islamique constitue une source du droit iranien, il ne donne pas à ce dernier la qualification de droit islamique, car la pratique a parfois obligé les législateurs iraniens à modifier certaines des règles islamiques. J'apprécie énormément cette citation parce qu'en trois lignes, elle résume absolument toute la situation du système juridique iranien, à savoir que cela tient plus à un système euh, irano-islamique qu'à un système islamique pur et dur. Alors là aussi, il a fallu s'intéresser à l'histoire du chiisme, de la spiritualité chiite, puisque ce droit canonique chiite est déjà différent du droit sunnite. Alors au premier abord, ils sont comparables, hein. En matière de droit privé, pardon, de droit pénal et de droit des obligations, le droit islamique sunnite est semblable au droit islamique chiite. Cependant, là où le droit canonique chiite varie, c'est dans l'existence du mariage temporaire. Par exemple, en Iran, il y a deux types de mariage. Vous pouvez faire un mariage normal, comme on connaît chez nous, un CDI, ou un mariage temporaire qui s'appelle un ciré en persan, une espèce de CDD, un mariage à durée déterminée. Euh, Ça aussi, c'est quelque chose qui surprend énormément les Français, hein. On a une idée très particulière du mariage, mais qui en fait est vraiment propre à notre culture occidentale. Et je tiens quand même à à ouvrir une parenthèse sur le mariage temporaire, parce qu'on entend souvent cette affirmation qui permettrait de légaliser de la prostitution. Alors, le mariage temporaire a été autorisé par le prophète Mohammed dès les premières années de l'islam, mais à aucun moment il ne peut justifier la prostitution. Le mariage temporaire, ce n'est pas quelque chose que l'on va faire sur un coup de tête ou par simple caprice. C'est une forme de mariage qui se destine à un couple dont les moyens financiers ne leur permettraient pas de payer une dot trop importante ou voilà, de pouvoir se mettre en couple et de construire un foyer durant plusieurs années, mais qui à la fois aimerait être marié de manière religieuse sans tomber dans le péché
de la fornication, de l'adultère. Mm. Voilà, je tenais vraiment à préciser Non, mais si vous voulez, cette vision. Alors, vous avez tout à fait raison. certains mauvais esprits ont inventé le mariage temporaire d'une heure, qui est en totale contradiction avec les textes islamiques, je tiens à le rappeler. Et là, effectivement, c'est une dérive qui existe, mais qui n'est déjà pas acceptée en Iran et très critiquée par le clergé chiite. Une autre différence entre le droit sunnite et le droit chiite, c'est la répudiation discrétionnaire, ce qu'on appelle le talar. Donc, dans le sunnisme, les quatre écoles juridiques qui composent principalement le sunnisme, les répudiations prononcées par allusion, serment, pari ou juron sont permises. Dans le chiisme, c'est totalement interdit. Un époux chiite ne peut pratiquement pas répudier sa femme puisqu'il y a tellement d'interdictions que c'est extrêmement compliqué et très difficile, de même que les tribunaux iraniens n'acceptent pas des répudiations sans motif légitime et valable. Et enfin, un troisième aspect très différent, c'est dans l'héritage et la succession. On a toujours cette image de la pauvre femme musulmane soumise qui n'a aucun droit, qui doit juste préparer le repas pour le mari le soir. Euh, dans le chiisme, dans l'islam, pardon, il y a 12 parts successorales fixes qui sont instituées dans le Coran. Dans le sunnisme, les parents mâles se rattachent aux défunts par les mâles bénéficiaires, tandis que dans le chiisme, les femmes du même degré de parenté ont les mêmes droits que les parents mâles. C'est-à-dire qu'une femme chiite hérite du même montant que son frère en cas de décès du père, ce qui n'existe pas dans le sunnisme, où la femme Exactement. hérite beaucoup moins. Donc ça, ce sont des petites différences que je mentionne dans le livre avec les explications détaillées. J'épargne ça à l'auditeur qui aurait peut-être pas envie d'avoir un mal de tête avec du droit et de la théologie. Mais ce sont tous ces aspects que j'ai trouvé absolument fascinants, ces petits détails qui, mine de rien, créent une histoire totalement différente et totalement inédite. Hein, j'ai beaucoup recherché des informations sur le système judiciaire iranien en français, il n'y avait pratiquement rien. Et ça a été pour moi un véritable défi d'écrire un livre complet. Et en même temps, Et c'est une lacune de réparer. Vous avez vraiment fait œuvre je utile. l'espère, je Non, bah l'espère. non, je vous le dis, parce que sur ces plans-là, je reste peut-être pas enfin, un homme des Lumières ou un homme de la Troisième République, c'est comme on le souhaite. Je pense que l'augmentation du degré de compréhension permet la désidéologisation et par cela la baisse de la violence potentielle. Donc, à tort ou à raison, du moins c'est ce que je crois. Et je pense que grâce à cet ouvrage, on fait un pas dans la bonne direction parce qu'on comprend qu'on a affaire à des gens rationnels qui ont peut-être pas la même définition que la modernité que nous, mais en tout cas qui se posent la question de la modernité de toute évidence et qui essayent d'avoir un pays qui tourne avec un État qui tourne. Donc, on a affaire à des gens qui ont des préoccupations qui, mutadis mutandis, sont assez proches des nôtres. Donc, avec lesquels la négociation, l'accord ou ne serait-ce que l'échange pourrait être tout à fait permis. Donc, au-delà comment dire, de l'approche terrifiante si vous voulez, d'une république islamique qui serait encore celle de Roménie, parce que on- Bon, le pays a si- énormément changé. non mais si vous voulez, le gros souci, c'est d'être bien sûr que les gens soient conscients. Parce que nous sommes face à l'Iran, et heureusement qu'il y a une jeune génération de chercheurs que vous incarnez très bien. Euh, on est face à deux problèmes avec l'Iran. On est face à un premier problème qui est la peur occidentaliste classique, l'Iran le couteau entre les dents, alors que c'est un pays qui n'a pas depuis 2 siècles de guerre offensive. Comme menace militaire, on a connu mieux, hein. En tant que Français, on a eu des voisins plus belliqueux. Mais, euh, mais de l'autre côté, on a aussi ce que j'appellerais
le problème, et ça c'est un problème très français, qui est le problème de ce qu'on appelle les fous d'Inde, les fous de Russie, les fous d'Iran, c'est-à-dire des gens qui aiment tellement un pays qu'ils ont tendance soit à le voir plus grand, plus puissant qu'il est, soit à voir ce pays comme ce qui va venger leur malheur. Par exemple, beaucoup de vieux staliniens aujourd'hui, quand ils regardent Poutine, ils disent ah, on va enfin avoir la vengeance de l'Union soviétique. Ce n'est pas l'intérêt de la Russie, c'est pas la volonté de Vladimir Poutine. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et je vois chez certains tiers-mondistes c'était le cas de Michel Foucault, hein, une sorte de d'adoration d'un Iran qui n'est plus qu'est l'Iran romaniste contre l'Occident. Et le problème, c'est que ces deux discours-là emplissent 80% à eux deux de l'université. Et donc 100% des salles de rédaction, puisque C'est clairement. les journalistes ne font que recycler du travail fait par d'autres, hein. On est en France, hein. Le Oui, quand journaliste c'est pas un copier-coller Wikipédia. Ouais. quand c'est pas un copier-coller Wikipédia, donc si vous voulez, parce que le journaliste qui bosse en France, je dis pas que ça existe pas, je dis que j'en ai jamais vu trois dans une même pièce. C'est différent. Donc vous voyez, c'est utile comment dire, d'avoir un œil neuf, scientifique, qui nous dise avant tout une chose, c'est que l'Iran est un pays normal entre guillemets. Voilà. C'est le. Et très surprenant. Moi, j'invite les gens qui auraient des doutes sur l'Iran à voyager, ne serait-ce qu'à Téhéran. Alors, Téhéran, c'est comme Paris, hein, ça représente pas l'Iran, comme Paris ne Bien sûr. représente pas la France. Mais c'est un pays qui a énormément changé. J'y étais personnellement encore au mois de septembre et je n'ai pas reconnu l'Iran que j'avais pu voir il y a 10 ans. Le voile n'est pratiquement plus porté. Les policiers ne disent rien. Et chose qui m'a personnellement choqué, alors pas dans un sens de haine vis-à-vis de ces gens, mais dans un sens où je ne l'avais jamais vu et je n'arrivais pas à imaginer le voir là-bas, c'était des homosexuels dans la rue. Aujourd'hui, ils se promènent librement dans la rue à Téhéran. Alors, j'étais absolument abasourdi en voyant ça parce que il y a 10 ans, c'était encore improbable, hein, impossible. Et pareil, maintenant, on voit des femmes dévoilées, des policiers qui ne disent plus rien. Euh, les nouveaux billets, ils ont émis des nouveaux billets il y a 2 ans. L'ayatollah Khomeini n'est même plus imprimé dessus. Alors il y a des images de paysages, de montagnes ou d'industrie pétrolière. Euh, donc j'ai vraiment le sentiment que c'est un pays qui est en train de changer. Je ne parle pas de régime aux abois. Hein, je lis souvent cette expression dans la presse, le régime est aux abois. Oui. Euh, Dès qu'un régime nous déplaît, il est chaque toujours aux incident, ouais, abois et se maintient par la violence. On est au courant. j'ai plutôt l'impression que l'Iran évolue, se métamorphose par un changement de génération. Hein, les révolutionnaires de 79, aujourd'hui, ce sont des personnes âgées hein, qui ont 90 ans. Donc la génération est en train de changer. Dans mon livre sur les Iraniennes, j'expliquais que pratiquement 60% des études supérieures sont suivies par des femmes. Donc il y a un moment, quand vous voulez un pays fort, et c'est ce que veulent les Iraniens, ils veulent un pays fort. Pas un pays fort dans le sens on va écraser tout le monde, un pays fort dans le sens nous sommes souverains, nous sommes indépendants, nous sommes Personne ne respectés. viendra nous marcher sur les pompes. C'est ça. C'est J'ai logique. envie de dire un pays normal, hein, en quelque Un pays sorte. normal. Oui, oui. Euh, donc à un moment, pour avoir un pays qui soit fort, il vous faut des cerveaux, et les cerveaux d'aujourd'hui sont pour un certain nombre féminins, ils seront encore plus nombreux à être féminins dans les années à venir. Et donc, cette image que l'on donne de l'Iran, des mollahs rétrogrades, moi, me perturbe personnellement parce que c'est totalement faux. Ils savent très bien que l'Iran change de génération et que la révolution n'est pas figée à ce qu'elle était en 79. Ça ne veut, alors, quand je dis j'ai l'impression que l'Iran change, je vais quand même préciser parce que on lit souvent dans les commentaires des personnes qui voudraient nous faire dire ce que l'on n'a pas dit.
Je ne dis pas que le régime, pour reprendre cette expression journalistique, capitule, ni qu'il est en train de duper les gens en laissant le foulard tomber. Je, il faut vraiment comprendre, et ça, il n'y a qu'en allant en Iran, en côtoyant, en vivant avec ces gens que l'on peut l'intérioriser. C'est un pays qui est toujours en évolution, qui l'a toujours été dans son histoire, qui a toujours recherché un équilibre, que ce soit politique, que ce soit économique ou que ce soit géopolitique. Euh, c'est un pays qui est en transmutation, en transcendance sans cesse. Et ça, quand vous discutez avec des Iraniens, c'est vraiment, c'est vraiment particulier. C'est quelque chose que je ne trouve pas je ne trouve pas dans mes compatriotes français. Cette envie de voir son pays, de voir son univers mental euh, changer, évoluer, mais évoluer, changer dans le sens d'une amélioration, d'une maturité. Se fortifier. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais Oui, non, vous ne l'êtes que trop, mon cher. Vous ne l'êtes que trop. Donc, parce que disons que c'est une mentalité dans les jeunesses des pays, dans les jeunesses des nouvelles puissances qu'on ne trouve plus ici. Ça, ou du moins pas assez. Ça, j'en suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne peux que renvoyer à la lecture de votre ouvrage, Introduction au droit iranien, Histoire, Constitution, Système juridique, Fiscalité et Police, de Morgan Lotz, édition Perspective Libre. Le lien est en description. Mon cher Morgan, je vous dis à très bientôt pour nous reparler d'actualité iranienne. avec grand plaisir et merci beaucoup pour l'invitation. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.